Notre invité ce matin, Bernard-Henri Lévy, bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes écrivain, philosophe, vous publiez ce virus qui rend fou chez Grasset, on va en parler dans un instant, mais d'abord, puisque l'actualité nous y mène, malheureusement, on va revenir sur cette attaque qui a eu lieu vendredi. Un professeur décapité en pleine rue parce qu'il a montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves. Beaucoup de Français se sont dit comment est-ce possible ? Sauf que c'est possible puisque c'est arrivé. À votre avis, qu'est-ce qui a rendu cela possible aujourd'hui en France ? Ce qui a rendu cela possible, ce sont des années, peut-être des décennies de propagande islamiste radicale. Ce qui a rendu ça possible, c'est le grand nombre d'abrutis qui pensent que montrer ces caricatures est une offense. C'est le grand nombre de gens qui impunément font comme si faire de l'histoire c'était offenser une religion ou des gens. Voilà, c'est cette propagande-là, insistante, impunie, des organisations radicales islamistes dans notre pays qui ont rendu possible cette atrocité de vendredi. La première fois, je dirais, que le grand public en Occident a pris connaissance de ce genre d'acte, de ce genre de décapitation, c'était sans doute en 2002 avec la décapitation filmée de Daniel Pearl. Vous avez d'ailleurs écrit un livre là-dessus. C'était au Pakistan. Là, ça se passe 18 ans après, et plus au Pakistan, en France. Comment on en est arrivé là, parcouru ce chemin ? On a l'impression d'avoir rétrogradé presque. Il y a 18 ans, en effet, c'était presque l'un des actes de naissance d'Al-Qaïda, après le 11 septembre. J'avais consacré un livre, je m'étais rendu au Pakistan, j'y avais passé des semaines et des semaines. Et je pensais en effet que cette abomination ne pouvait pas se reproduire. Et d'abord, cela s'est produit sans cesse. Des otages décapités, il y en a eu de la part des bourreaux et des bouchers de l'État islamique régulièrement. Et aujourd'hui, c'est en effet dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine. C'est une horreur. Mais cela veut dire que l'on n'a pas pris la mesure de cette monstruosité. Et cela veut dire que, en amont de cet acte, vous savez, moi j'en ai assez d'entendre dire assassin isolé, coup de folie, radicalisé à la dernière minute, etc. Non, on sait aujourd'hui qu'il y a en tout cas un parent d'élève qui a mis de l'huile sur le feu. On sait aujourd'hui qu'il y a en tout cas un militant, un islamiste radical, M. Abdelhakim Sifreoui, qui a mis de l'huile sur le feu, qui est bien connu des services de renseignement. Qui est connu des services de renseignement, qui n'en est pas à son coup d'essai, qui a été l'un des animateurs d'un collectif Cheikh Yassine qui soutient le terrorisme et l'islamisme radical depuis un certain temps. On sait qu'il y a eu, alors avec des degrés de responsabilité que la justice aura à apprécier, mais qu'il y a eu une association de malfaiteurs. Il n'y a pas, dans ce genre d'histoire, il n'y a pas de loup solitaire. Ça n'est pas, la situation n'est pas un beau matin, un homme indigné ou offensé qui se réveille avec l'idée qu'il va décapiter un professeur. C'est un processus plus long d'endoctrinement, d'éducation à la bêtise et à la cruauté. Et il y a tout un réseau de complicité dont la nature, encore une fois, doit être évaluée par la justice qui rend cet acte possible. Ça ne tombe pas du ciel. Alors que peut faire l'État pour éviter ce genre d'endoctrinement quand un parent d'élève, et c'est ce qui s'est passé là, quand des parents d'élèves demandent le renvoi de ce professeur en question. Ces parents d'élèves, ce ne sont pas des terroristes, ils sont anti-laïcité, mais qu'est-ce qu'on fait ? La première chose à faire, c'est que les autorités du rectorat, les inspecteurs d'académie doivent être intransigeants avec ce type de demande. Je ne suis pas sûr que ça ait été le cas, là aussi l'enquête doit le dire. Est-ce que vraiment l'inspecteur ou l'inspectrice d'académie saisie par ses parents d'élèves, est-ce qu'elle leur a vraiment dit votre demande n'est pas recevable? Est-ce qu'elle leur a vraiment dit il n'y a pas d'offense quand un professeur d'histoire fait son métier? Ça, c'est la première chose. L'académie, les inspections d'académie doivent être intraitables sur le respect de la laïcité. Deuxièmement, le président de la République doit faire ce qu'il a fait,
Et il l'a fait, je dois dire, admirablement vendredi soir, avec une gravité, avec une émotion, avec un respect de la victime et du corps enseignant qui forçait le respect, c'est-à-dire il a nommé la chose. Il a dit qu'il s'agissait d'un acte de terrorisme islamiste. Nommer la chose de la part du plus haut responsable de l'État, c'est aussi essentiel. Et puis troisièmement, il faut aujourd'hui protéger les enseignants. Je ne sais pas dans quel état d'esprit les professeurs d'histoire ou leurs collègues de philosophie ou d'autres disciplines vont aborder la rentrée scolaire après les vacances de la Toussaint. Ils vont, j'imagine, pour certains d'entre eux, pour nombre d'entre eux, et on les comprend ô combien, reprendre le chemin de l'école, la peur au ventre. Donc il faut, de toutes les manières que ce soit, par le renseignement, j'entendais Laurent Nunez tout à l'heure sur vos antennes, qui lui aussi, je trouve, parlait avec à la fois sagesse et fermeté. Par tous les moyens que l'on peut imaginer, il faut protéger les enseignants. Justement, est-ce que vous pensez qu'on a laissé trop faire, c'est-à-dire les professeurs, par suite de renoncements individuels, peut-être par peur aussi, parfois, on a laissé justement l'impossibilité, enfin, il est devenu possible de ne pas pouvoir parler de certains sujets à l'école? Écoutez, il y a deux choses. Il y a trois choses. Il y a d'abord cette espèce de climat intellectuel qui règne trop souvent en France. Cette espèce de sociologie de bazar qui nous dit qu'après tout, les islamistes radicaux offensés ont leur raison, que l'état de droit les a suscité leur colère. Il faut arrêter avec ce type de discours-là. Les criminels islamistes sont des criminels. Il n'y a pas d'excuse, premièrement. Deuxièmement, il y a un vrai problème. Il y a eu des sondages récents disant que parmi nos concitoyens d'origine musulmane ou qui se reconnaissent dans l'islam, un grand nombre, et notamment parmi les jeunes, 20%, 25% ne condamnent pas les attentats de Charlie Hebdo. C'est-à-dire, autrement dit, pensent en leur âme et conscience que faire des caricatures, être fidèle à l'esprit voltairien, ça mérite d'être puni. Ça, c'est un vrai problème. La République doit s'adresser à ces jeunes qui n'ont pas compris ce que c'est que la liberté d'expression, qui tournent le dos aux Lumières, qui n'ont pas compris ce que c'est que l'histoire de France. Et encore une fois, il faut le répéter. Monsieur Samuel Paty, lorsqu'il a, dans ce cours d'il y a quelques jours, il n'a pas provoqué, il n'a pas offensé, il a fait son métier de professeur d'histoire. Le procès de Charlie Hebdo, c'est un événement d'histoire. Les juges, les autorités de toutes sortes en France ont établi que ces caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo étaient fidèles à l'esprit français, c'est-à-dire à l'esprit d'irrévérence, d'insolence, dont peuvent être en effet l'objet toutes les religions, toutes les croyances, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il faut que ces jeunes gens le comprennent. Je vous coupe un instant, puisque vous parlez de la réaction de la communauté musulmane. On va retrouver l'imam Mohamed Bajrafil. Merci d'être avec nous en direct sur France Info. Il y a un rassemblement qui est prévu tout à l'heure, place de la République à Paris. Est-ce que vous allez y aller? Est-ce que c'est important que les musulmans prennent la parole sur ce sujet et crient leur indignation et leur effroi? Alors, d'abord, je voudrais témoigner tout mon soutien à mes collègues professeurs, notamment ceux d'histoire-géo, parce que je l'ai enseigné pendant 7 ans. Et ensuite, appeler l'ensemble de nos concitoyens, quelle que soit leur confession, ou qu'ils n'aient pas de confession en particulier, à se rejoindre ensemble cet après-midi pour faire face, pour faire bloc et dire stop. Je pense qu'il est venu le temps de vraiment demander à ce que tout s'arrête, parce que qu'un professeur soit tué pour ce qu'il est et surtout pour ce qu'il a enseigné est quelque chose qui relève d'un autre niveau de barbarie. Et je pense qu'il est vraiment temps que tout le monde, vraiment, tout le monde, les musulmans au premier chef, mais pas seulement, tous ceux qui appartiennent à des confessions de quelque ordre qu'elles soient, tous ceux qui n'ont pas de confession, l'ensemble des Français, j'ai envie de dire l'ensemble du monde entier devrait s'unir et dire stop.
vraiment, et j'espère qu'il y aura le maximum de personnes possibles. Hélas, il y a 5 ans, nous avons été à la place de la République, si ma mémoire est bonne, pour Charlie Hebdo. Et en 2020, 5 ans après, bis repetita, je pense que vraiment ce pays mérite autre chose et il faut vraiment que nous disions stop. Et tout cela passe par l'éducation et c'est la raison pour laquelle cette barbarie s'est attaquée à ce qu'il y a de plus sacré, ce par quoi on lutte contre la barbarie et l'obscurantisme, à savoir l'enseignement et l'éducation. Madame Lévy, vous voulez poser une question, réagir ? Écoutez, je salue en tout cas ce que je viens d'entendre et en effet qu'un responsable musulman, mais ils sont nombreux, l'imam de Bordeaux, Tarek Obrou depuis hier et d'autres se sont exprimés en ce sens et ça va évidemment dans le bon sens. Que les musulmans de France dénoncent, soient au premier rang de la dénonciation de l'obscurantisme, qu'ils se séparent, qu'ils se dissocient de ces actes qui n'ont rien à voir avec leur foi. Mais alors justement, pardon, je vous coupe, parce qu'à chaque fois, la question se pose. Certains disent les musulmans doivent s'exprimer et dire not in my name, pas en mon nom. Oui. Et d'autres disent, mais finalement, ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a rien à voir avec moi, donc je n'ai pas à m'exprimer sur ce sujet. Mais la meilleure manière de dire que ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est de le dire, c'est-à-dire de dire en effet que cet islamisme radical-là, cet islamisme barbare et criminel, il ne se fait pas en leur nom, qu'il s'agit d'une dénaturation, qu'il s'agit d'une offense à leur foi. La véritable offense, c'est pas celle de M. Samuel Paty. La véritable offense à l'islam, c'est celle de ces crapules, c'est celle de ces criminels qui vont dénoncer le professeur aux autorités académiques, qui vont poster des vidéos sur les réseaux sociaux, qui vont soutenir la main qui va, quelques jours plus tard, décapiter ce professeur. L'offense, elle est là. Moi, si j'étais musulman, c'est par eux que je me sentirais offensé. Et je viendrai dire cela. Place de la République, aujourd'hui, à 15h. Vous y allez donc tout à l'heure J'irai à place de ce la rassemblement. République, bien sûr. C'est important que les Français se mobilisent. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait beaucoup de monde, comme après les attentats de Charlie ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est important que nous nous mobilisions aujourd'hui. Et c'est important surtout qu'il y ait, puisqu'on a souvent parlé d'électrochoc ces derniers temps, que cette horrible décapitation est un effet d'électrochoc. On ne peut pas continuer impunément de laisser s'exprimer cette propagande islamo-fasciste. Sauf que l'électrochoc avait déjà eu lieu il y a 5 ans, justement, avec les attentats de Charlie. Là, on est 5 ans après. On a à la fois, il y a quelques semaines, une nouvelle attaque devant les anciens locaux de Charlie. Là, un professeur décapité. On n'a pas du tout avancé ? C'est la raison. Et avec l'assassinat du père Hamel et tant d'autres encore, bien sûr, oui. Mais moi, je vous parle de la mobilisation citoyenne qui doit, me semble-t-il, par-delà les confessions, par-delà les appartenances politiques, par-delà les choix des uns et des autres, être aussi unanime que possible. L'électrochoc, ce serait cela. Alors, je ne dis pas que ça va refermer la boîte diabolique, bien sûr, mais en tout cas, ce sera une étape. Et c'est une bataille longue, naturellement. C'est une bataille qui s'est jouée sur des terrains extérieurs quand on a vaincu Daesh, mais c'est une bataille qui, aujourd'hui, se joue au plus près. Elle est idéologique, la bataille, aujourd'hui. Elle est idéologique, oui, parce que c'est ce type de criminel, c'est pas un désaxé. C'est pas un jeune qui s'est senti martyrisé par une enfance difficile. Ça n'est pas un parent d'élève. Il n'y a pas d'origine sociale, c'est ça que vous voulez dire au crime ? Il n'y a pas d'origine sociale et il faut arrêter, je crois vraiment, avec ce discours de l'offense et ce discours de l'humiliation. Quelqu'un qui croit, quelqu'un qui a le respect de sa propre croyance et de sa propre religion, ce n'est pas vrai qu'il se sente offensé quand on s'en moque. Ce discours-là est un discours insupportable et qui justifie le pire.
Question de transition, si vous le voulez bien, avec le sujet qu'on va traiter juste après, le Covid. Est-ce qu'on a été anesthésié ces derniers mois par le Covid, qui nous a fait renoncer aussi, d'une certaine façon, à certaines de nos causes qui sont importantes, comme la liberté d'expression? Je ne veux pas mélanger les choses, mais je crois en effet que le vrai pilier de la République et le vrai pilier de la République française, le vrai principe qui la gouverne, l'un de ces principes en tout cas, c'est la liberté, et une liberté intraitable, liberté de conscience, liberté de manifestation et liberté de blasphème. Cela aussi, le président de la République l'avait dit il y a quelques semaines ou quelques mois, la liberté de blasphème est un principe républicain. Ce n'est pas une provocation, ça n'est pas une outrance que les polices devraient protéger. C'est un droit. Il n'y a pas de précaution à prendre. C'est un droit fondamental. Cela fait partie du pacte social démocratique. Et il faut arrêter de considérer que le blasphème serait une espèce de provocation qu'il faudrait tenter de réduire et quand il se produit tout de même, qu'il faudrait protéger. C'est un droit sacré de la République. Le président l'avait bien dit et il faut le rappeler aujourd'hui plus que jamais. On a beaucoup dit dernièrement qu'on n'aurait pas dû republier ces caricatures de Charlie Hebdo. Dire ça, c'est déjà renoncer à la liberté d'expression ? Naturellement. Et moi, je pense qu'on ne les a pas suffisamment republiés. Et si d'ailleurs, demain ou la semaine prochaine, tous les journaux français, tous les grands sites republiaient ces caricatures, quelle belle affirmation ce serait de notre pacte républicain et quelle défaite ce serait pour cette bande de crétins criminels qui, en effet, lorsqu'un professeur isolé dans son coin fait son métier et les produit, eh bien, il devient une victime. Si on les publiait d'une manière beaucoup plus générale, alors ce genre d'événement deviendrait beaucoup plus difficile. C'est l'erreur qu'on avait commise après la mort de Théo Van Gogh, cette espèce d'autocensure, sous prétexte de ne pas provoquer. C'est en effet une tentation, il faut y résister de toutes nos forces. Pas d'autocensure, surtout pas, ce serait catastrophique. Merci Bernard-Henri Lévy, vous restez avec nous, on parle dans un instant de votre essai que vous venez de publier, vous avez publié il y a quelques mois chez Grasset sur le Covid, mais d'abord l'essentiel de l'actualité avec Camille Grenu. Après des marches blanches spontanées un peu partout en France hier, l'appel au rassemblement tout à l'heure à 15h en mémoire de Samuel Paty et en soutien à tous les professeurs de France. À Paris, l'événement a été autorisé malgré le contexte sanitaire sur la très symbolique place de la République. Du côté de l'enquête, on en sait davantage sur le profil de l'assaillant. Les enquêteurs recherchent maintenant d'éventuelles complicités. On vient de l'apprendre, une 11e personne, un proche du tueur, a été placé en garde à vue. Un conseil de défense présidé par Emmanuel Macron doit par ailleurs avoir lieu tout à l'heure en fin de journée. 20 millions d'habitants en Île-de-France sous couvre-feu hier soir dès 21h et jusqu'à 6h ce matin, tout comme dans 8 autres grandes villes. Les terrasses et les rues se sont vidées pour laisser place au silence. Alexandra. Merci Camille. Bernard-Henri Lévy, vous publiez donc chez Grasset un essai, Ce virus qui rend fou. Dans cet essai, vous parlez de première peur mondiale. C'est la peur qui nous rend fous ? Oui, la peur rend toujours fou. La peur n'est pas bonne dans une démocratie. L'angoisse est bonne. Les spécialistes de la psychologie individuelle et collective savent faire cette distinction entre l'angoisse qui peut armer la vigilance et produire des résistances et la peur qui paralyse. Donc je pense que dans aucune circonstance, en effet, ni celle à laquelle vous faites allusion, le Covid, ni davantage le drame qui frappe l'école républicaine aujourd'hui, il ne faut céder à la peur. Il faut résister à la peur en soi. Vous dites dans cet essai que le monde s'est arrêté de vivre, une sorte d'apnée mondiale que vous dénoncez, mais après tout, ce n'est qu'une parenthèse.
J'espère que c'est une parenthèse. Je l'espère, et j'avais écrit ce livre, en effet, pour dire combien j'espérais que tous ces nouveaux réflexes que l'on nous... Qu'est-ce qui vous ferait douter? Qu'est-ce qui vous fait douter que c'est une parenthèse? Eh bien, écoutez, ce qui me fait douter que c'est une parenthèse, c'est que l'histoire prouve que chaque fois que l'on prend des mesures d'exception, ou très souvent lorsque une démocratie adopte des mesures d'exception ou des lois qui mettent en suspens les libertés, il est très difficile de revenir en arrière. Encore plus lorsqu'il s'agit d'attitudes, de gestes, voilà. Donc, dans cet essai, je mettais en garde contre ce risque, en effet, que l'exception devienne la règle. Qui aurait intérêt à ce que l'exception devienne la règle? Les personnes n'a intérêt, vous, moi, les citoyens eux-mêmes, les citoyens qui... Non, mais personne n'en a envie, donc pourquoi cette mise en garde de votre part? Mais on ne sait pas de quoi... quels sont les désirs profonds des individus ou des peuples. Une démocratie, c'est un arbitrage compliqué entre la santé et la liberté, entre l'égalité et la fraternité. Ce sont des équilibres complexes. Et il y a dans une démocratie des gens qui, par exemple, sont prêts, sûrement, je ne sais pas lesquels, à sacrifier la liberté ou en tout cas à réduire leur liberté au nom d'une garantie de santé. Il peut y avoir... On ne pense plus qu'à notre santé? C'est ça que vous nous dites, en fait? C'est une obsession? Je pense qu'il y a ce risque-là. Il y a le risque que chacun s'enferme dans sa bulle sociale. Il y a le risque que chacun se replie sur sa liste de contacts autorisés et se coupe, en effet, du reste de la société et de cette richesse qui font les relations humaines. Mais franchement, je veux bien parler de ça, mais aujourd'hui, je suis tellement bouleversé par ce qui s'est passé ce que je voudrais surtout dire, puisque vous me parlez du Covid, moi, je voudrais, et je pense que c'est en train de se passer, ce mouvement de solidarité extraordinaire qu'il y a eu en faveur des soignants en mars, avril et mai dernier, j'aimerais qu'il se déploie à l'endroit des enseignants. Voilà, j'aimerais que l'on applaudisse, que l'on soutienne, que l'on tienne pour des héros du quotidien les enseignants, autant qu'on l'a fait pour les soignants. La bataille que vont livrer à partir de la rentrée des vacances de la Toussaint, la bataille au jour le jour que vont livrer les enseignants, je crois que vraiment, elle mérite de faire d'eux, elle mérite qu'on les considère comme des héros du quotidien, comme des héros français et comme des porte-parole, héros aussi en un autre sens, de ce que nous avons probablement de plus cher, à part notre santé, qui est notre liberté de penser, qui est notre liberté de croire et notre liberté de ne pas croire. Les enseignants, ce sont des héros du quotidien. Et je me rappelle, en avril dernier, les Français aux fenêtres à 20h applaudissant les soignants. Je rêve que quelque chose du même ordre, oui, quelque chose du même ordre, ça ou autre chose, l'imagination collective, l'invention populaire sont grandes parfois pour improviser, pour imaginer des modes de solidarité. J'aimerais qu'un type de solidarité de ce genre s'organise autour des enseignants. Ces fameux hussards noirs de la République dont parlait Peggy à propos des instituteurs, ce corps de hussards de la République que sont les enseignants, ils méritent notre respect, cela va sans dire, ils méritent notre compassion, cela va sans dire, mais ils méritent notre solidarité active. Ce sont des héros. Et je n'ose imaginer dans quelle situation de peur intime ou en tout cas d'angoisse ils reprendront encore une fois le chemin de l'école dans 15 jours. Et on espère que la peur ne va pas les paralyser. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'avoir été avec nous ce matin sur France Info. Restez avec